Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Tous les mercredis, c'est le Vera Lifestyle. On retrouvera Vera dans quelques instants avec son invité Nicolas Decker de la Chenaudière et Spa, ça donne envie. Delphine Vespizer, c'est tout simplement au basket avec une ancienne championne de la SIX et dans votre Alsace. On parlera avec Damien Lacour, ébéniste de la future boutique éphémère Alsatruc. Elle est dédiée à l'artisanat alsacien et elle sera place de la cathédrale. Et Paul Landowskis organise le 235e Café Contact de l'Emploi pour trouver du boulot. Ça se passera demain au centre socioculturel de Neudorf-Museau. Et on en parlait enfin en fin d'émission. En route pour le COS, vous saurez tout sur l'exploitation de cette future autoroute. Avant cela, c'est l'actualité. Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Êtes-vous inscrits sur les listes électorales? Pour la première fois, des agents des préfectures vont à la rencontre des citoyens expliquer les démarches à faire, comme ici, cet exemple à Molsheim. Municipal toujours, avec notre série de présentations des candidats à Strasbourg. Ce soir, c'est Strasbourg en commun, la liste qui rassemble notamment la France Insoumise et Génération, derrière Kevin Loquet. Enfin, nous irons à Haguenau pour une visite d'un des quartiers emblématiques de la ville, celui dit des millionnaires. Mais on commence tout de suite avec ces quelques images de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Environ 300 personnes à Mulhouse et plus d'1 millier à Strasbourg se sont réunies cet après-midi à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU Solidaires. Les syndicats étudiants se sont également joints au cortège qui se voulait interprofessionnel et intergénérationnel. Un autre rassemblement est prévu demain soir à partir de 17h, place Kléber à Strasbourg, avant une retraite au flambeau. Si vous souhaitez voter aux prochaines élections municipales, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et si l'inscription est normalement automatique pour les jeunes de 18 ans, les déménagements ou changements de situation peuvent nécessiter des démarches et les erreurs administratives existent. Alors, à moins de 2 mois du premier tour, des agents de la préfecture partent à la rencontre des citoyens dans tout le Bas-Rhin pour les encourager à s'inscrire ou à vérifier leur statut et expliquer ces démarches. Reportage de Camille Roland à Molsheim. Entre l'envoi d'un colis ou le dépôt d'un chèque, les clients de passage à la poste de Molsheim ce matin ont eu la surprise d'être interpellés par des agents de la préfecture du Bas-Rhin. Pendant 3 jours, ces derniers vont à la rencontre des citoyens dans les gares, marchés et autres lieux publics pour une opération de sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales. Avec une nouveauté cette année, un service en ligne qui permet en quelques clics de vérifier sa situation. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble la démarche pour vérifier Oui. Donc, vous êtes inscrite sur une liste électorale? Oui. Oui. Donc, voilà la tablette. Il faudra décliner votre nom de naissance. Donc, ça permet bien de vérifier que vous êtes inscrit. Après avoir vérifié l'inscription sur la liste de la commune où ils souhaitent voter et répondre à leurs questions, les agents remettent aux passants des documents indiquant les sites internet sur lesquels réaliser leurs démarches. Et parmi les clients ce matin, certains étaient plus ou moins au courant. Là, on a les cartes électorales à la maison, donc on les reçoit. Donc là, on sait qu'on est inscrit, mais c'est vrai que ça permet de voir si tous les membres de la famille sont inscrits ou non et peut-être de faire des démarches justement si on voit qu'ils ne sont pas inscrits. De tête, je vais à la mairie, mais je ne savais pas qu'on pouvait se renseigner sur Internet. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me renseigner là-dessus. C'est toujours un plus, il y a un gain de temps, si on n'est pas obligé de se déplacer, si on ne connaît pas forcément la commune où on arrive, ou si on sait qu'on peut déjà préparer beaucoup de choses avant de devoir se déplacer en mairie, c'est quand même un plus. Là, je vais aller regarder, mais en tout cas, moi, je sais que je suis inscrite, voilà, mais je vais quand même vérifier si tout est correct, hein, parce que c'est donner son avis. On nous donne le choix, la chance de pouvoir donner notre avis, donc il faut s'exprimer. Plusieurs opérations de terrain auront lieu demain matin sur les marchés de Strasbourg et Saverne et au centre-ville de Sélestat, avec pour enjeu de rappeler aux citoyens le droit de voter et les aider dans cette démarche.
Il est toujours utile d'informer les électeurs, d'informer le citoyen dans le cadre de ses droits et en l'occurrence d'un droit fondamental qui est celui du droit de vote dans notre République française et de pouvoir informer sur les différentes possibilités de pouvoir se renseigner sur sa situation électorale. C'est effectivement depuis la réforme de 2019 une démarche qui est aisée, facile de pouvoir faire en quelques instants sa démarche d'inscription sur les listes électorales et de pouvoir, dans les meilleures conditions, exercer son droit de vote. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui ont déménagé dans une nouvelle commune, il reste encore du temps, jusqu'au 7 février exactement, pour effectuer les démarches en ligne ou à la mairie. Les élections se tiendront donc les 15 et 22 mars dans les 880 communes d'Alsace. Et à cette occasion, nous vous présentons chaque soir de cette semaine un candidat à la mairie de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est la liste Strasbourg en commun, menée par Kevin Loquet de la France Insoumise. Un reportage d'Adrien Laby. Mathieu Béchut-Diaz, 31 ans, numéro 3 sur la liste Strasbourg en commun. Enseignant et militant du mouvement pour l'écologie populaire et sociale, il se présente sur la liste rassemblant la France Insoumise, Génération, le PEPS et des citoyens non encartés. Voici leur projet pour la ville de Strasbourg. On a 4 clés sur la campagne. On a bien sûr un axe qui est écologiste, puisque une ville écologiste, c'est aujourd'hui la transition qu'il faut mener pour qu'elle soit populaire et sociale. Ça veut dire qu'elle respecte les gens, qu'elle respecte aussi leur emploi et leur avenir. Donc ça, c'est notre axe écolo. On a aussi un axe qui est social, puisqu'il faut aujourd'hui défendre le revenu des gens. Il faut les aider au quotidien, puisqu'il y a une augmentation de la pauvreté. Plus de 50 000 personnes aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté à Strasbourg, et c'est inadmissible. Il faut changer ce point-là. Et enfin, il y a 2 autres axes qui sont aussi essentiels. On a sur la démocratie, il faut renouveler notre démocratie collective. Il faut redonner du pouvoir aux citoyens et aux citoyennes. Et l'éducation pour tous les jeunes et les enfants de cette ville, pour qu'elle soit respectueuse de leur avenir et qu'on puisse construire du commun ensemble. Bonjour, c'est pour les municipales. Merci beaucoup. 10h marché de l'Elzo, les militants de la liste Strasbourg en commun vont à la rencontre des habitants sur l'affiche de visage. Ainsi, si la tête de liste est le militant France Insoumise Kevin Loquet, c'est en binôme avec Améry Samblard de Génération qu'ils feront campagne. À la gauche de la gauche, on ne souhaite pas personnifier le scrutin, on préfère parler des idées que des personnes. C'est d'ailleurs l'objectif de ces actions sur les marchés. Aujourd'hui, avec notre table, on a ramené notre ébauche de programme. Alors on a les grandes lignes, on a énormément de propositions, mais on aimerait bien les mettre au débat tout de suite avec les citoyens et citoyennes pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. En même temps, autour d'un petit café et de croissants ou de gâteaux, ça permet tout de suite d'avoir un échange beaucoup plus convivial et humain. Les membres de la liste vont continuer leur tour des quartiers strasbourgeois. Après l'Elzo, ils seront jeudi au Neuhof, puis à Haute-Pierre et Königshofen ce samedi. Préserver son patrimoine et comprendre son histoire, c'est l'objectif de l'Office de tourisme de Haguenau qui développe les visites guidées sur son territoire. Et un quartier emblématique de la ville suscite la curiosité des visiteurs. C'est le quartier des millionnaires. Fanny Kunz nous fait découvrir ses particularités. Il a vu le jour dans les années 1900, du temps de l'occupation prussienne, et se situe le long de la rue de l'Aqueduc. C'est le Millionenviertel ou quartier des millionnaires. À cette époque, Haguenau se trouve conforté dans son rôle de ville de garnison et certains commerçants s'enrichissent par le négoce avec l'armée, le houblon ou le tabac. De grandes et modernes maisons se construisent et sont louées aux officiers. Dans le centre de Haguenau, ville longtemps contrainte par ses murailles, l'espace venait à manquer au moment de l'essor urbain du XIXe siècle. Quand cette rue et toute la zone autour de la route de Strasbourg a été beaucoup plus fortement urbanisée, on a pu construire des maisons plus grandes, plus hautes, plus larges, avec un confort que l'on ignorait à l'époque en centre-ville. On a installé du chauffage central, on a installé des salles de bain, on a installé énormément de choses dans ces maisons qui étaient très modernes, très novatrices pour l'époque. Alors on voit des oriels, on voit du baroque, on voit du néo-historicisant. En fait, contrairement à d'autres quartiers qui se sont construits à la même époque dans d'autres villes et qui présentent une unité architecturale, ici on n'a aucune unité architecturale. On n'a même rien qui soit caractéristique de l'époque 1900. Et ce quartier va abriter certains grands noms. L'artiste peintre Ruth Schaumann, l'architecte de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, Clément Dauchy. Et c'est au numéro 35 de la rue de l'Aqueduc qu'une figure s'illustrera à l'international.
Dans cette maison a vécu, nous le savons, jusqu'en 1917, un officier prussien qui s'appelait Franz Rebay von Ehrenwiese, dont la fille Hilla, qui a vécu ici avec ses parents pendant à peu près 3 ans, jusqu'en 1917, a connu un destin extraordinaire. Après la guerre, de retour en Allemagne, elle a continué une carrière d'artiste qu'elle avait entamée avant la guerre. Elle a traversé l'Atlantique en 1927, rencontré Solomon Guggenheim. Ce dernier, avec lequel elle avait sympathisé, lui a confié la création de sa collection d'art non figuratif, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire d'art abstrait, et ultérieurement lui a confié, avec Frank Lloyd Wright, la création du fameux musée Guggenheim de New York. Dans les années 40, cette rue emblématique est occupée par les nazis. La Gestapo y a notamment son quartier général. La pression immobilière obligera les propriétaires de ces demeures à se séparer de leurs grands parcs et jardins dans les années 60. Et aujourd'hui, grâce aux rénovations, les maisons du quartier des millionnaires retrouvent peu à peu leur charme d'antan. Et pour terminer ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour, Oliviane. Les données de nos GPS décortiquées. Le fabricant TomTom a analysé les trajets de ses millions d'utilisateurs dans 57 pays et il ne fait pas bon être automobiliste en Inde, à Manille ou encore Bogota. En France, c'est évidemment Paris qui reste la ville la plus embouteillée, mais Strasbourg apparaît à une peu enviable 9e place avec un taux d'embouteillage de 28%, en progression de 2% en un an. La journée la plus fluide a été le 1er janvier et la pire le 13 décembre. C'est le soir entre 17h30 et 18h que les bouchons sont les pires, plus encore que le matin à 8h, et le mardi est la journée la plus noire. TomTom ne manque pas d'humour et a calculé qu'un Strasbourgeois aurait pu lire dans les bouchons de 2019 95% de l'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, ou tricoter 33 bonnets et 6 pulls. Très sympa. Merci beaucoup Oliviane. Merci Anna pour cette info. Place au plateau du soir avec Vera et son invité Nicolas Decker de la Chenaudière et Spa. Paul Landowski, 235e Café Contact, ça sera demain. Et on accueille Damien Lacour pour Alzatruc. C'est une boutique éphémère qui va voir le jour dans quelques jours. On en reparle juste après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour votre point météo de ce jeudi 30 janvier. Et en matinée, on devrait rester au sec sur l'ensemble de l'Alsace ainsi que dans la région transfrontalière. Bien sûr, vous le voyez, toujours pas mal de nuages dus au vent, mais on verra quand même une matinée lumineuse. Côté Mercure, ce sera beaucoup plus doux que les jours passés. 4 degrés prévus de moyenne sur l'ensemble de l'Alsace ainsi que sur la région du Bade-Wurtemberg. Jusqu'à 5 degrés prévus du côté de Fribourg. 3 degrés la minimale, ce sera pour Bâle. L'après-midi, ce sera un temps à averse. Alors un temps à averse, ça veut dire qu'on aura des averses par moment, beaucoup de pluie, mais il y aura beaucoup de périodes d'accalmie aussi où on aura droit à un joli soleil. Alors voilà, on va passer de la pluie au soleil au fur et à mesure de l'après-midi. Vous le voyez, ce sera le cas sur la quasi-totalité du territoire, en tout cas très concentré sur l'Alsace. Ce sera un petit peu plus sec du côté de Karlsruhe ou encore de Fribourg. Côté Mercure, ça grimpe, ce sera beaucoup plus doux. Regardez, 10 degrés prévus pour le centre Alsace, 9 degrés dans le nord du Bas-Rhin ainsi que dans le sud du Haut-Rhin, 10 à 11 degrés également dans la région du Bade-Wurtemberg et 9 degrés, ce sera si vous êtes du côté de Bâle. On jette maintenant un coup d'œil sur votre journée du lendemain, votre journée de vendredi avec une journée bien grise en Alsace. Des nuages sur l'ensemble du territoire alsacien, 12 à 13 degrés par contre. Les moyennes augmentent, 12 à 13 degrés également dans la région du Bade-Wurtemberg, mais avec beaucoup plus d'averses toujours sur le territoire, 12 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Jeudi, nous serons donc le 30 janvier et nous fêterons les Martines. Bonne fête Martine. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se recoucher à 17h23. On gagne toujours 3 minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À très vite, salut. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Ça tombe très bien de voir ce partenaire CroisiEurope parce que indirectement nous allons en parler, c'est ce que vous me disiez pendant la météo Paul Landowski. On vous doit depuis 2006 l'organisation de rencontres entre demandeurs d'emploi et professionnels des cafés contacts. Et c'est le 235e café contact que vous allez organiser demain, c'est fou, en 14 années. On vient de voir CroisiEurope, ça fait partie des employeurs qui vont venir demain proposer du boulot. Et
Entre autres, oui, parce qu'on a des métiers, comme on dit, en flux tendu, en tension, et donc il y a l'hôtellerie, le bâtiment, travaux publics, toutes les activités qui cherchent à embaucher des gens tout de suite pour démarrer demain, après-demain. En 2006, qu'est-ce qui vous pousse à vous substituer quelque part à l'ANPE qui est devenu Pôle emploi? En fait, au bout de 14 ans et les débuts, c'était une revanche par rapport à toutes celles et ceux qui m'ont peut-être dit vous n'avez pas votre chance. Moi, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit je vais tenter ma chance, c'est moi qui vais provoquer les emplois à l'envers. Et c'est comme ça que c'est né à Strasbourg. Et aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on développe et qu'on nous demande un peu partout aux quatre coins de la France. Voilà, vous nous disiez tout à l'heure à Damien aussi, quand on était dans l'âge maquillage, effectivement, un jour, on m'a dit non quand je cherchais du boulot. C'est une revanche, quelque part, aujourd'hui, de pouvoir remettre, par votre entreprise, des gens à l'emploi? Le plus beau cadeau, c'est que les candidates, les candidats nous remercient à chaque fois parce qu'ils n'ont pas eu d'entretien depuis 6 mois, voire 1 an. Et moi, c'était le cas au début. J'ai retrouvé du travail grâce au Café Contact de l'emploi et c'est devenu mon emploi à plein temps. Et tous les candidats qui viennent ont des entretiens à 100% d'embauche pour tout le monde. Vous êtes créé votre propre boulot aussi? Oui, on a créé on est 4 salariés aujourd'hui. 26 employeurs seront présents demain. Ça se passera au centre socioculturel de Neudorf-Museau. 26 employeurs, 120 postes à pourvoir. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Comment est-ce que vous sélectionnez ces entreprises? Nous, on sélectionne pas, on fait plutôt de la prospection directe au téléphone et on va chercher les employeurs locaux qui sont sur le territoire proximité et qui sont motivés et qui partagent nos valeurs. Nos valeurs, c'est, je dirais, d'abord, c'est le contact humain et l'algorithme plutôt que l'algorithme. Contact direct plutôt que le CV, le potentiel plutôt que le diplôme. C'est vraiment savoir-être, avoir envie. Et il y a des milliers de gens qui ont envie de travailler et on en fait la preuve depuis 14 ans. Et quel type de profil de demandeurs d'emploi viennent? J'aime bien ce mot parce qu'il n'y a pas de profil. C'est justement, nous, c'est des humains. En fait, c'est ouvert à l'humanité. C'est des personnes en recherche d'emploi. Alors, bien sûr, ça touche beaucoup plus des gens les plus éloignés de l'emploi qui ont parfois, malheureusement, moins de diplôme ou pas de diplôme du tout. Et c'est pour les personnes qui veulent avoir des entretiens le jour même pour avoir un entretien et avoir du travail derrière. Vous savez depuis 2006, vous existez, combien de personnes vous avez remis à l'emploi? Alors on a, bien que nous n'ayons qu'une obligation de moyens, mais on a des résultats, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, c'est que la première réponse que je donne, c'est 100% d'entretien pour tout le monde, parce qu'avant d'avoir un contrat de travail, il faut pouvoir rencontrer un employeur, ça c'est évident. Ça veut dire que les 100% de personnes qui viendront demain parleront à un employeur. Obligatoire. Ils sont contraints d'avoir un employeur devant eux, sinon, et l'employeur est contraint de venir avec au moins un emploi à pourvoir minimum. C'est le cas, puisqu'on a plus de 120 postes à pourvoir. Et on a mesuré à peu près 10% sur chaque événement, 8 à 10% de contrats de travail proposés. Après, les gens prennent ou prennent pas, mais on a quand même un retour extraordinaire. Et le plus beau cadeau, c'est l'employeur qui nous dit que ce sont des personnes qui, si c'était avec un CDI, je n'aurais jamais pensé à les avoir en rendez-vous et à les recruter. Et les candidates et candidats, les habitants du quartier, c'est pareil, ils disent j'aurais jamais cru que j'ai la possibilité d'accéder à un employeur comme ça et de retrouver du travail. Ça, c'est le plus beau cadeau de notre vie, quoi. Voilà les images qui passent derrière nous. Ces différents cafés de l'emploi qui ont été organisés. Souvent, c'était au Café Brandt à une époque. Et je le rappelle, demain, c'est au centre socioculturel de Neudorf-Museau. Vous vous définissez, j'aime bien, comme un médicament social. C'est un peu le constat qui a été fait par différents partenaires. Un jour, un journaliste a dit, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont en mal-être et qui viennent chez vous et qui se sentent mieux. Alors on est effectivement un médicament social parce qu'il n'y a pas seulement le contrat de travail, c'est la reconnaissance quand on est seul et qu'on cherche du travail. On est face à un mur, on est seul, on est isolé. On prend des anxiolytiques, ça arrive aussi. On a même pris contact avec des laboratoires pour dire vous voulez changer d'image de marque. Il n'y a pas que des médicaments. Nous, on recrée du lien en bas de l'immeuble. Et la preuve, c'est qu'on nous appelle dans plein de quartiers. Je veux dire, c'est inquiétant et rassurant parce qu'on existe. Mais c'est vrai que c'est un besoin. Pourquoi ça marche mieux vos cafés contacts de l'emploi que les agences d'État qui sont chargées de donner du boulot aux gens? Je dirais que nous sommes complémentaires. On n'invente pas, on a recréé du lien social là où il n'y en avait pas. On a créé le maillon qui manquait pour des personnes pour qui il manque ce maillon. Moi, quand j'allais sur un salon de l'emploi, je n'étais pas à l'aise. Dans ce qu'on fait, on revient dans le café du commerce, ce qu'on fait dans le centre socioculturel. Face-to-face, on rencontre les gens. Et sans chronométrage, sans speed, à une condition. Là, on est hyper sévère et strict là-dessus. D'ailleurs, nos financeurs, je répète, l'État, la sous-préfète, les sous-préfets, l'Eurométropole de Strasbourg qui nous le demandent, les employeurs ne viennent à une condition, et là on est très strict là-dessus, qu'elles offrent du travail réel. Elles ne viennent pas faire de la com. Ouais. C'est pour ça que sur notre site, il n'y a aucun nom d'entreprise. Et la surprise du truc, c'est que les gens viennent sans a priori. D'accord. Vous êtes invité, quand on est invité, on ne demande pas quelle couleur il a, Moi, j'aime pas certains produits alimentaires, mais si je savais, je ne viendrais pas, je vais goûter. Alors, tout le monde vient. Ça va commencer demain matin, à partir de quelle heure? C'est à 9h.
au centre socioculturel. C'est le boulot, c'est là. Mais vous avez raison, il faut être carré. Parce que quelqu'un qui dit tu te lèves tôt, c'est 4h de l'après-midi. Non, le problème, c'est que le matin à 9h. Et la preuve, c'est que demain, on aura, comme l'année dernière, au moins 200 personnes devant la porte à 9h en recherche d'emploi. Donc tout le monde veut travailler. Et c'est donc de 9h à... Alors c'est à 9h, ouais, c'est ça bien. finit à midi. Ouais, j'adore. Voilà, Paul Landowski, créateur de ce Café Contact de l'emploi. Et c'est la 235e édition. Voilà, moi je suis très admiratif. Vous restez avec nous, vous avez de la chance, vous avez maintenant le Vera Lifestyle. C'est parti. Merci. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une escapade à la Chenaudière. Avec nous, Nicolas Decker, qui est le dirigeant. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors la Chenaudière, c'est avant tout une histoire de famille. Oui, effectivement. C'est mon grand-père qui, en 1974, a créé la Chenaudière à Colleroy-la-Roche. Il n'y avait rien, juste un champ avec des petits chênes, d'où le nom de la Chenaudière. Et la maison a grandi au fil des années. Moi, je suis arrivé en 2004 quand mon grand-père est tombé très malade. Et voilà, je ne devais pas du tout travailler dans ce métier-là puisque j'avais plutôt fait l'économie, des mathématiques, etc. Et voilà, l'entreprise n'allait pas bien. Et c'est comme parfois ça peut arriver dans les histoires de famille. Elle était en vente et c'est moi qui l'ai rachetée. Donc l'histoire est restée dans la famille. Et voilà, je suis devenu entrepreneur au sein de ma propre société familiale. Vous avez fait votre petit boulot également. Voilà. Fait votre boulot. Et aujourd'hui, c'est la Chenaudière que l'on connaît. Il y a des clients qui viennent vraiment du monde entier, qui sont des connaisseurs de luxe. Comment faites-vous pour les surprendre aujourd'hui ? Alors c'est vraiment la plus grosse question, c'est le challenge au quotidien, puisqu'en effet on a des gens qui ont la chance de beaucoup voyager, de voir beaucoup de très belles choses qui ne sont pas évidents à surprendre et à étonner. Et on a aussi beaucoup de clients qui se saignent pour passer un moment un petit peu magique, vivre leur petite parenthèse, leur moment de rêve. Et du coup on a une vraie promesse à tenir en fait vis-à-vis de ces deux types de clientèle-là. Et voilà. Après, il n'y a pas de formule magique. Il y a beaucoup d'investissement personnel, il y a de la création, de l'innovation, il y a beaucoup d'empathie. Il n'y a pas besoin de réinventer le monde. Mais après, je pense que pour surprendre les gens, il faut avoir ça en soi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini un projet, aussi gros soit-il, ou parfois juste un petit détail, j'ai juste une envie, c'est de me dire qu'est-ce qu'on fait demain pour de nouveau les étonner, les surprendre. Parce qu'il faut se différencier. On est dans un petit village préservé de 480 habitants. On ne tape pas Colleroy-la-Roche sur Google quand on veut faire un séjour en amoureux à la base. Donc il faut proposer quelque chose de suffisamment différenciant pour proposer une expérience qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc c'est au quotidien, c'est du travail, de la recherche, des réflexions, mais en tout cas moi ça m'éclate. Alors une question d'actualité qui est importante, c'est la gestion au niveau environnemental. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors c'est une question effectivement que dans l'hôtellerie-restauration on ne se posait pas forcément il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui c'est vraiment au cœur de notre quotidien. Ça se traduit par tout un tas de choses, à la fois dans la partie restauration. Et là, la solution, elle est toute trouvée puisqu'on a toujours fonctionné de cette façon. On ne le disait pas toujours, maintenant on a appris à le dire. C'est-à-dire qu'on fait énormément de choses nous-mêmes. On a 90 salariés dans l'entreprise, donc on a nos boulangers, nos chocolatiers, on fabrique tout ce qu'on peut fabriquer, on a notre jardin d'herbes aromatiques, donc tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et ce qu'on ne peut pas faire, on travaille avec que des producteurs locaux. Sur la carte du restaurant, vous avez les kilomètres qui séparent les fournisseurs. Donc on a vraiment un bilan carbone sur chaque plat de la carte qui est extrêmement restreint et qui est en phase avec ce que les gens attendent. Et voilà, une gestion des déchets, une façon de gérer également donc une station d'épuration biologique, etc. Donc tout un tas de choses qui sont en cours de route et des projets notamment sur la gestion des déchets par les équipes de l'entreprise. On a une référente dans l'entreprise qui est passionnée, qui s'appelle Flora, et que j'ai nommée référente pour convaincre ses collègues d'une meilleure façon de recycler les produits, etc. Et chaque année, il y a des évolutions, des surprises. Voilà, chaque année, on revient à la Chenaudière et nous sommes surpris. C'est quoi pour 2020 les nouveaux projets ? Alors effectivement, il y a parfois des grandes surprises, des plus petites parce qu'il y a une certaine inertie pour faire certains travaux. Sur 2020, la toute dernière nouveauté, c'est il y a à peu près 10 jours, on a créé une toute nouvelle salle d'événementiel. Notre cœur de métier, c'est pas de faire du congrès ou du séminaire, mais on a quand même parfois des demandes et on voulait là aussi surprendre les gens, proposer en fait un peu un effet waouh et de se dire bah voilà, j'ai eu un moment de travail, mais j'étais dans un contexte assez incroyable. Donc on a créé quelque chose avec un coin lounge, un canapé, une borne d'arcade, un baby-foot que j'ai mis au cours lors du Racing contre le Brésil, puisque c'est un match qui n'aura jamais lieu peut-être, mais moi je me le suis fait sur baby-foot, c'est un petit kiff personnel, une terrasse privative, un lieu complètement exclusif avec beaucoup de domotique, du cuir qui vient d'Italie, des fauteuils de designers, donc vraiment un espace
pour les séminaires, mais aussi pour des anniversaires privés voilà. J'ai l'impression que ça n'existait pas trop. En tout cas, moi, quand je le cherchais, je ne le trouvais pas. Donc là aussi, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et on va également créer une nouvelle villa pour accueillir des familles qui veulent fêter un moment un peu à la fois en toute intimité, mais dans un contexte on va dire de luxe. Et on sera là pour les chouchouter, une toute nouvelle villa et d'autres projets à venir. Merci beaucoup Nicolas. Moi je ne saurais que vous recommander d'y aller, la Chenaudière, ça fait rêver. Il n'y a pas de doute. Autre actu, Vera. Alors changement d'ambiance, j'ai été très touchée par l'histoire de Mathéo, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Alors c'est un petit Alsacien qui est âgé d'1 an, qui se bat contre une maladie génétique rare qui empêche progressivement de bouger, manger et respirer. On lui a donné une espérance de vie estimée entre 7 mois et 2 ans, à moins de pouvoir lui offrir le traitement médical qui est le plus cher du monde, qui coûte 2 millions de dollars. Ses parents ont lancé une collecte pour le sauver. Le lien s'affiche en bas et on compte sur vous pour participer et partager. Allez, un peu de sourire avec votre coup de cœur de la semaine. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est notre créatrice préférée, Adeline Ziliox, qui a enflammé la Paris Fashion Week. Et voici ses créations. Sa collection est moderne et colorée. C'est autour de la thématique de la source d'inspiration ou source d'eau. Les matières fluides donnent vraiment envie que le printemps arrive. Je vous invite à aller découvrir son travail sur sa page qui s'affiche en bas. Voilà, www.adelineziliox.com et toutes les infos, c'est sur le Vera Lifestyle, le 3W, ou bien sûr l'Instagram de Vera. On va marquer, Vera, une toute petite pause, puisqu'on va parler d'Alsatruc. C'est une boutique éphémère qui va arriver dans quelques temps, dans quelques jours. Vous nous en parlez dans un petit instant après ça. Et retour en plateau avec Damien Lacour, notre invité. On va parler d'Alsatruc. C'est quelque chose que vous connaissez bien évidemment. Vous êtes ébéniste et Alsatruc, ce sont des objets artisanaux inspirés des traditions et symboles alsaciens. C'est un collectif d'Alsaciens qui crée tous les objets que vous nous avez ramenés. Exactement. On est plusieurs artisans à réaliser les produits. Alors, jusqu'à présent, on vous connaissait au marché de Noël. Et oui, on est né pour le marché de Noël. On était présent et on est présent sur les marchés de Noël, enfin sur le marché de Noël de Strasbourg, place Broglie. Et ben voilà, vous trouvez en ligne également, vous trouvez sur Internet. Boutique en ligne, effectivement, après sur différents salons résonance, enfin voilà, deux, trois actions dans l'année. Mais là, on va voir notre boutique. Voilà, c'est la raison de notre invitation. Ouais. Une boutique éphémère, on va en parler avec Vera dans un instant, une boutique éphémère qui va commercialiser tous ces objets qui sont sur le plateau. Comment vous êtes arrivé à avoir une boutique éphémère, Alors, boutique éphémère, mais quand même pour 11 mois. Donc voilà, on n'est pas là pour 15 jours. C'est un appel à projet de la ville de Strasbourg qui a libéré la boutique, l'ancienne pharmacie, qui est à l'angle de la rue Mercière et de la place de la totalement contre la cathédrale, autour de la cathédrale. Ah oui, on est en face de la cathédrale, c'est complètement magique. Ouais. Donc ce lieu appartient à la ville de Strasbourg. Il dédie ce lieu maintenant à l'artisanat local. Donc il y a eu un appel à projet, j'ai été le premier lauréat, donc voilà, je vais investir les lieux. Donc c'est 11 mois, mais ça peut être relancé en fait. C'est une période entre guillemets de test. Non, c'est 11 mois. C'est 11 mois. Et donc l'année 2021, ça sera quelqu'un d'autre, 22, quelqu'un d'autre. L'idée est géniale, mais c'est dur quelque part. Parce qu'on sait qu'Alsatruc, voilà, c'est du talent. Vous faites vraiment des objets d'artisanat alsacien qu'on aime. Place de la cathédrale, vous allez forcément drainer une clientèle incroyable. Alors oui, forcément, il y a du passage. Après, c'est un gros challenge, une grosse pression. Je suis artisan, je suis ébéniste. Voilà, c'est du commerce. C'est pas tout à fait le même métier quand même. Donc là, il y a quand même une forte pression. Là, on y est là. Ça veut dire quoi? Est-ce que Alsatruc aujourd'hui est obligé de créer de l'emploi? D'avoir une personne qui va être sur place, c'est ouvert tous les jours, j'imagine? Ça va être ouvert du mardi au samedi. D'accord. C'est pas ouvert le dimanche, pas ouvert le lundi. C'est 2 personnes, c'est deux emplois qui sont créés, donc pour tenir le lieu. Et puis forcément, il y aura plus de monde quand on arrivera en fin d'année. Qu'est-ce qui a séduit la ville de Strasbourg pour vous confier les clés de cette boutique éphémère? Il voulait, dans l'appel d'offres, une offre qui soit différenciante, locale. Enfin voilà, on remplit les critères, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner le tire-bouchon, s'il vous plaît? Je l'appelle le tire-bouchon direct. Hein. Tire-bouchon, ah, oui. Voilà. Il y en a qui le connaissent ici. Hein, ouais, voilà, je suis quand même alsacien. Hein. Il y a la petite cathédrale qui est très mignonne. Le bouchon cathédrale, oui. Voilà, ça c'est pour mettre la Schneider sur les bouteilles qui sont entamées. Enfin, j'imagine qu'elle ne reste pas bien longtemps. Alors, sur cette boutique éphémère, date d'ouverture, ça va être quand, Damien? 14 février. 14 février, fête des amoureux. Voilà. Voilà, ça sera un beau symbole. Mais je pensais que ce n'était pas définitif parce que, parallèlement à cela, vous lancez un Kiss Kiss Bank Bank, c'est-à-dire un financement participatif. Il y a effectivement un financement participatif qui est en cours, qui a commencé en début d'année et qui se termine à l'ouverture, mais qui ne remet pas en cause l'ouverture de la boutique. De toute façon, on y est. Voilà, c'est un moyen d'accélérer le démarrage, quoi. Les conditions pour cette boutique sont intéressantes en termes de loyer, c'est en cela que participe aussi la ville de Strasbourg, hein? Alors, dans ces locaux, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de porte, il n'y a pas. C'est énorme. Mais voilà, ce qui serait intouchable pour nous, voilà, à notre niveau, quoi. Donc effectivement, il y a un loyer, il est a priori avantageux. Je ne vais pas les comparer avec mes voisins, mais a priori avantageux. Mais surtout, il n'y a pas de droit d'entrée, quoi. Voilà, c'est un vrai avantage. Et en contrepartie maintenant sur le Kiss Kiss Bank Bank, si vous y allez, c'est que vous êtes, ils vont mettre de l'argent, les gens. Oui. Donc, vont-ils acheter des objets? Quelle est la contrepartie que vous avez déjà imaginée? Il y a plein de contreparties pour tous les moyens. Et justement, on s'est amusé à faire des packages où il y ait des choses un peu personnalisées, où il y ait des choses un peu différentes que ce qu'il y aura dans la boutique. Ça veut dire qu'il y aura également votre atelier de créateur d'ébéniste que vous tenez. Vous pourriez l'ouvrir à des gens, faire des visites aussi. Ah, il y a quelqu'un qui est allé voir là, alors sur place. Oui, il y a cette offre-là aussi. Voilà, mais c'est mon métier, c'est de me renseigner quand même. Oui, hein. Voilà. Voilà. Je vous invite à aller sur le site alzatruc.com. Ce sont des objets superbes, hein, alsaciens, comme on aime, faits par des vrais artisans, artistes, designers aussi, puisqu'ils ont été vraiment très travaillés. Effectivement, c'est une démarche, une approche de designer. Ça a été un plaisir, Damien. Longue vie à Alzatruc. Merci. À côté de la cathédrale. On va rappeler qu'à la Chenaudière, on y passe du bon temps. On a vu ces images qui font rêver. Et on a des produits Alzatruc. Et voilà. Et vous avez des produits Alzatruc? Et bien sûr, on a une boutique et on défend l'Alsace. On n'a que des choses locales. La boucle est bouclée. Et demain, le Café Contact à partir de 9h. Voilà, précis, c'est ça le boulot quand on arrive en retard ici à Alsace 20. On se fait engueuler. Chez Paul Landowski, ça sera pareil. Je rappelle que c'est au centre socioculturel de Neudorf, Museau. On repart de suite dans l'actualité avec votre Alsace et Delphine Vespizer et je vous retrouve juste après. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Pinalter et bienvenue à Soulsous-Forêt. Aujourd'hui nous allons partager la passion de Laura qui est généralement le sport mais plus particulièrement le basket. Ça va me faire quelques petits souvenirs parce que moi ça date du lycée. On va bien rigoler je pense. Bonjour Laura. Bonjour Delphine. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Bien, rentre. Merci. Bon on vous emmène hein, quand même, venez, venez. Alors déjà, dis-moi, comment est-ce que tu as pris la toute première balle de basket dans tes mains? Je devais avoir 10 ans et j'ai commencé dans le club à côté de Valbourg. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé en première année poussin. Est-ce que tu étais prédestinée à faire du basket? Parce que oui, tu es grande, mais bon, il n'y a pas que ça. Peut-être que tu faisais autre chose avant? Avant, j'ai fait de la danse 4 ans. Et rien à voir? Non. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer le basket vu que mon professeur partait à la retraite. D'accord. Est-ce que dans ta famille, on fait du basket? Oui. Alors, mon père fait du basket depuis tout petit. D'accord. Ma petite sœur a suivi le mouvement et ma maman aussi 2-3 ans. Ok, donc de toute façon, c'est vraiment une culture familiale. Oui. Tu as même fait sport-études? Oui. Ça, est-ce que c'est simple pour un enfant d'allier les études plus des entraînements vraiment réguliers? c'est clair, il faut une certaine organisation. Ouais. Après, on a tout un staff qui est derrière nous, des personnes qui sont prévues pour le suivi scolaire, le suivi médical, le suivi sportif. Ouais. Et donc ils nous aident parce qu'ils ont eu souvent aussi l'expérience ou les générations avant nous pour vraiment nous encadrer et nous aider dans ce sens-là. Ici, on voit la SIG, alors c'est pas seulement un truc publicitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
tu je suis t'es impliqué dans la SIG? J'ai été 5 années à la SIG, donc c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis là. Ok. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pas mal de médailles aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que tu étais une joueuse à la SIG? Ouais. C'est juste incroyable. Ça, c'est un des rêves, c'était vraiment un objectif à atteindre étant en Alsace? Ouais. Surtout que avant d'arriver dans ce club, quand j'étais plus petite, j'avais vraiment les yeux de petit enfant, les étoiles plein les yeux de ce grand club, j'aimerais tant y jouer. Exactement. Et une fois que j'y étais entrée, je me suis dit c'est déjà un palier de Absolument. Et donc, à force d'exercice et d'entraînement, on y arrive. Ouais. D'ailleurs, je crois que moi, je manque un peu d'entraînement. Est-ce que tu aimerais bien être mon entraîneuse? Oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti, venez avec nous. Du carré rouge, tu t'arrêtes de dribbler, tu fais tes 2 pas. Et ensuite tu tires. Et après, on invoque la chance du débutant. Allez, 1, 2, 3. Vas-y. 1, 2, C'est presque ça. C'est moi ou elle est sous-gonflée ou il faut appuyer plus fort? Ah, c'est ça. C'est mieux, t'as vu? Mais oui! Bon, en tout cas, bravo et merci beaucoup de m'en faire partager ta passion. Et nous, on se dit Morgenskut et à bientôt. Ok, on fait un match. Allez là, je suis chaud là. Tu veux? Ah ouais. Je sens que t'es gentil là. Je sens que t'es gentil là. Bah oui. C'est mieux. Ça aurait été trop beau là. Faire le clap pour le Tu t'es fier d'être confortable dans tes mains. Attends. Je viens de manger au resto et je viens de faire un resto basket. Ouais. C'est drôle ça. Trop compliqué, mais les gens ils savent pas ce que c'est. Resto basket. Mais non mais, c'est quoi un resto basket? C'est quoi le? Un resto basket. Tu vois, personne sait ce que c'est. Mais oui, mais les gens ils le savent pas. Et bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, Alsace 20 vous propose des experts de ce chantier hors norme, 24 km. Et aujourd'hui, on parle d'exploitation de la future autoroute avec nous. Guillaume Lapierre, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Soyez le bienvenu. Vous êtes de la direction régionale de Vinci Autoroute. À mes côtés, François-Régis Olivier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable réseau exploitation SANEF Alsace-Lorraine. On va expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'est l'exploitation. Il y a d'un côté les travaux en cours que vous pouvez évidemment suivre et de l'autre l'exploitation. Guillaume Lapierre, une autoroute, comment est-ce qu'on exploite ça? Est-ce que c'est réellement du 24 heures sur 24? Alors une autoroute, c'est vraiment du H24, c'est-à-dire que toute la journée, toute la nuit, vous avez des salariés qui sont en train de surveiller l'infrastructure, de surveiller qu'il n'y a pas d'événements, de patrouiller tout au long de l'autoroute pour surveiller qu'il n'y a pas d'événements. Une autoroute, c'est aussi l'information pour nos clients, donc le 107.7, qui est animé 24 heures sur 24 par des journalistes, qui expliquent à nos usagers les ralentissements, les difficultés éventuelles. Et puis, quand il neige ou quand il fait froid, 24 heures sur 24, il faut qu'on soit capable de venir traiter la chaussée. Le COS, ça va tourner quoi, d'ici 1 an et demi à peu près? C'est ça. Comment est-ce qu'on se prépare aujourd'hui à exploiter le COS? Alors, la première chose à faire, c'est que sur la base des plans qu'on a de la construction de l'autoroute, c'est de concevoir les circuits pour aller faire le traitement en hiver, pour aller faire le circuit de surveillance de l'infrastructure. Il faut aussi qu'on prévoie le matériel qui va nous servir pour l'exploitation. On a besoin d'acheter une saleuse, par exemple, pour aller traiter l'hiver. C'est du matériel spécifique, ça se prévoit à l'avance. Et puis aussi prévoir l'organisation du travail, les salariés qu'on va recruter pour exploiter le contournement est de Strasbourg. Il faut qu'on prévoie leur organisation pour qu'ils soient là H24 tout au long de l'année. On verra votre centre d'exploitation tout à l'heure. François, Régis Olivier, quel est l'avancement global aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce chantier sur le raccordement nord A4 Écosse? L'avancement, il est bon.
conforme aux prévisions. On était aidé par des conditions météo en 2019 qui ont été plutôt favorables. Et on peut dire aujourd'hui qu'on va terminer, au moins pour la part SANEF, on va terminer le chantier dans un an exactement. Donc voilà. Vous êtes dans les temps pour l'instant. On est dans les temps et j'ai envie de citer cette étape importante de cet été, puisque vous savez que le tracé de l'autoroute A4 entre Brumath et Reichstätt va changer sur quelques centaines de mètres et le basculement de la circulation sur le nouveau tracé va se faire au mois de juillet. Donc ça va être une étape extrêmement visible pour les gens qui ont l'habitude de circuler dans ce secteur. Mois de juillet de 2020. Juillet de cette année. D'accord, donc dans 6 mois, on pourra déjà se rendre compte vraiment de ce basculement, de ce changement. Oui, ça va être très visible parce qu'on va être finalement sur la nouvelle autoroute A4. Alors vous nous avez ouvert les ports de chez vous, on vous en remercie. On va découvrir un des centres d'exploitation de la SANEF, c'est celui des Vosges du Nord, qui a en charge notamment la partie alsacienne de l'A4, reportage Mathieu Chanvillard. Le centre de Phalsbourg veille sur 85 km de voies de l'autoroute A4 de Sarreguemines jusqu'aux portes de Strasbourg. Une section où le trafic ne cesse d'augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la capitale alsacienne. Ici, 40 personnes se relayent 24 heures sur 24 pour parer à tous les dangers qui guettent les conducteurs. Ça peut être un objet sur la chaussée, ça peut être un animal errant, ça peut être une panne d'un véhicule léger, d'un véhicule poids lourd, ça peut être un accident, des choses plus importantes, avec des coupures d'autoroute qui amènent et qui enclenchent davantage d'intervenants. Et puis aussi au quotidien, l'ensemble de l'activité des équipiers des centres d'entretien sur l'entretien de l'infrastructure. Mais le quotidien, c'est surtout de la maintenance, des infrastructures, mais aussi de la végétation, et surtout des clôtures qui bordent les voies, un élément fondamental pour empêcher les animaux sauvages de se retrouver sur la chaussée. Et en hiver, c'est bien sûr la météo qui est surveillée de près, grâce aux données de Météo France et aux informations directement relayées par les stations placées sur le tracé. On assure en permanence la veille sur la météo afin de garantir le niveau de sécurité sur autoroute. Les équipes interviennent souvent la nuit pour saler, lorsque la neige apparaît pour déneiger. Une intervention sur l'autoroute, ce n'est jamais anodin. Le métier demande donc de la vigilance dans un quotidien qui peut être bouleversé à tout moment par une urgence. Voilà pour le travail de vos équipes, François-Régis Olivier. Les deux réseaux seront évidemment à terme connectés. Comment est-ce que ça va se passer, cette connexion ? Vinci et SANEF sont deux entreprises différentes par leur culture, par leur histoire. En revanche, nous faisons le même métier d'exploitation. Et notre coordination, elle est à la fois obligatoire, évidemment, mais surtout extrêmement naturelle. À titre d'exemple, nous avons déjà fixé ensemble, plus d'un an et demi avant la mise en service, la manière dont on va patrouiller, notamment au nœud autoroutier entre l'autoroute A4 et l'autoroute A355. Bien les mots, le nœud autoroutier. Guillaume Lapierre, comment est-ce que vous allez travailler ensemble avec SANEF ? Parce que pour le grand public, Vinci SANEF, à part le logo qui va être sur des camionnettes, il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est d'abord quasiment le même métier que vous faites ? Alors, je vous confirme, c'est exactement le même métier. Et d'ailleurs, un usager qui viendrait du Nord et qui traverserait le contournement ouest de Strasbourg n'a pas vraiment besoin de savoir qu'il change d'opérateur autoroutier. Donc, il faut qu'il y ait une continuité de service. Y compris en termes d'information trafic, donc on va beaucoup échanger en cas d'événement chez l'un ou chez l'autre pour que chacun soit bien au courant de ce qui se passe sur le réseau du voisin. Et puis, comme disait mon collègue, on va se synchroniser pour venir exploiter les points de connexion entre nos réseaux de manière à ce qu'il y ait une continuité parfaite pour nos usagers. Vous qui êtes Vinci, est-ce que ce COS, est-ce que vous le voyez ? Est-ce qu'il y aura des caméras à peu près partout sur les 24 km ? Comment est-ce que vous contrôlez tout ça ? Alors on aura une surveillance complète du réseau du contournement ouest de Strasbourg. On aura chaque mètre de l'autoroute sera surveillé par une caméra, ce qui nous permettra d'avoir une vision directe en cas d'événement 24 heures sur 24. Et alors c'est piloté depuis Angers, c'est ça ? Alors il y aura un PC d'exploitation qui est à distance, mais qui utilise des outils qui sont connectés directement sur les équipements de l'autoroute et qui permettra de superviser la vie quotidienne de l'autoroute, de détecter un événement et d'envoyer des agents routiers pour traiter les événements directement sur place. En temps réel, et ça c'est vraiment dans la coulisse. Alors on part à Ittenheim, où se trouvera le futur centre d'exploitation de Vinci. Vous allez voir, c'est en travaux. Et la barrière de péage, les travaux sont en cours. Visite avec Lionel Sanger, c'est un reportage de Mathieu Chanvillard. C'est à un endroit stratégique que s'élève le futur centre d'entretien. Ittenheim se trouve en effet au milieu du tracé,
C'est ici que seront situés les gares de péage, véritable quartier général. Ce centre regroupera à la fois les gestions techniques et administratives de la future autoroute. Il y aura forcément une grosse partie, on va dire, technique qui sera donc l'entretien des chaussées, notamment des talus, les différentes tontes, l'entretien des voiries, l'entretien des dispositifs de retenue et forcément un petit peu d'administratif quant à la part, la gestion des futurs bailleurs de péage. Sur l'ensemble du chantier de l'autoroute, le cahier des charges précise que 30% des travaux doivent être effectués par des entreprises de la région. Ce sont donc 2 entreprises locales qui se partagent sa construction. Le centre d'entretien a fait partie des éléments qu'on a choisi de donc sous-traiter à des tiers, des personnes extérieures. L'une des particularités du site, c'est que la saumure, ce mélange d'eau et de sel qui sert au déneigement, sera fabriquée sur place. Le chantier est censé être achevé avant l'été. Voilà, Guillaume Lapierre, vous serez dans les temps avant l'été pour ce chantier, centre d'exploitation. Notre centre d'exploitation sera prêt avant la mise en service. Voilà, on vous a montré les 2 centres d'exploitation. François-Régis Olivier, vous êtes concessionnaire pour l'État. Quelles sont les obligations que vous avez en termes d'exploitation de l'autoroute ? On a dans notre cahier des charges un certain nombre d'indicateurs pour finalement fixer les conditions d'exploitation. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Le premier, c'est une obligation de patrouiller en permanence sur l'autoroute. Et ça se traduit dans notre cahier des charges par le fait que nous devons passer en tout point du réseau au moins une fois toutes les 8 heures. Voilà. De manière très concrète, ça veut dire qu'au moment où on se parle, sur la totalité du réseau SANEF, qui fait à peu près 2000 km entre Caen et Strasbourg, il y a à peu près une vingtaine de patrouilleurs actuellement en circulation. En permanence. En permanence. Je vais vous donner un autre exemple, c'est celui du délai d'information, qui est aussi une exigence très forte, notamment sur une section à très fort trafic et à haute surveillance, qui est la partie nord de Strasbourg, puisque je vous rappelle, pas loin de 100 000 véhicules par jour circulent sur l'autoroute A4. Cette exigence, elle est d'informer les gens en moins de 3 minutes sur nos panneaux lumineux ou en moins de 5 minutes par la radio SANEF 107.7. Ça, on va dire que c'est une obligation aussi, ou c'est un service que vous rendez, mais il faut le faire forcément pour la sécurité de tous. C'est une obligation, mais c'est surtout un niveau d'exigence qu'on se fixe pour des questions à la fois de sécurité et pour des questions pour permettre finalement à chacun de maîtriser son trajet et de faire à tout moment les bons choix. C'est les panneaux qu'on voit au fur et à mesure qu'on roule sur une autoroute. C'est les panneaux et c'est la radio SANEF 107.7 qui est 24 heures sur 24, permet d'avoir des conseils et les informations, par exemple de temps de parcours, que nous donnons tous les jours entre Schwindratzheim et puis le centre de Strasbourg. Guillaume Lapierre, mêmes obligations pour Vinci ? Alors tout à fait, nous avons aussi un jeu d'obligations contractuelles qui ont été fixées par l'État dans le cadre du cahier des charges du COS. Ces obligations, elles ont été fixées il n'y a pas très longtemps, donc elles vont un petit peu au-delà de ce qui existait quand les concessions type SANEF ou le reste du réseau Vinci Autoroute ont été mises en place. À titre d'exemple, sur la sécurité de nos clients, nous avons la même obligation de patrouille que nos voisins de la SANEF avec des fréquences un peu plus élevées, donc avec un fourgon en permanence qui sera sur le réseau. Nous avons aussi une obligation d'intervention sur un événement dans un délai le plus court possible, donc on sera mesuré sur le délai entre le moment où on apprend qu'il y a un événement et le moment où un agent routier arrive sur place. Vous êtes contrôlé là-dessus ? Nous devrons rendre des comptes sur cet aspect-là et donc nous devons nous dimensionner pour pouvoir intervenir à tout instant, le plus rapidement possible sur tout le réseau. C'est quoi ? C'est la législation qui se durcit pour plus de sécurité finalement ? Alors ce n'est pas les législations, c'est dans le cadre du contrat de concession, l'État qui nous demande de réaliser ça. Et donc c'est pour la qualité du service que l'on rendra à nos futurs clients. Dernière question, on est en janvier, quelles sont les grandes tâches qui vous attendent, que vous avez à mener avant l'ouverture du COS ? Alors la préparation de l'exploitation, ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille à ce sujet, donc on a déjà rencontré nos partenaires pour pouvoir synchroniser nos activités. Là, on va rentrer dans les phases un peu plus concrètes. Le centre d'exploitation que vous avez vu tout à l'heure, il commence à sortir de terre et dans quelques mois, on pourra s'y installer avec des salariés. Donc une des prochaines étapes, ça va être les recrutements. Il va falloir qu'on recrute une vingtaine de personnes qui vont exploiter l'autoroute. Il va falloir qu'on les forme. Et le métier d'agent routier, c'est pas quelque chose qui... Il y a une école dans le grand public, donc il faut qu'on recrute des gens qui ne connaissent pas le métier. Et il va falloir qu'on les amène jusqu'à la connaissance parfaite de leur métier. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on commande d'ores et déjà les équipements spécifiques, puisque pour avoir une saleuse, il faut le commander maintenant pour l'avoir dans 1 an et demi à peu près. Ça va créer de l'emploi finalement, le COS, hein ? Tout à fait. Une fois qu'on sera en phase d'exploitation, on aura une vingtaine d'emplois permanents sur site pour faire la surveillance dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et vous êtes dans les temps côté SANEF. Vous me le
Confirmé. Je confirme avec cette étape importante du mois de juillet où on va voir très clairement le changement de tracé de l'autoroute A4, au moins pour les gens qui viennent de Bourmat et qui vont sur Strasbourg. Ça va faire un changement pour les Alsaciens, ça. On était très habitués à nos tracés. Ça sera une grande nouveauté. On peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci Guillaume Lapierre, merci François Régis Olivier. Il y a un bulletin circulation, regardez, l'adresse s'affiche actuellement pour avertir des routes coupées sur tout le travaux, sur les zones de travaux qui interfèrent sur la circulation. Vous avez des questions à poser, écrivez-nous avec cette adresse cos@alsace20.tv et moi je vous dis à dans un mois. Salut. L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. La CCI Alsace Eurométropole a accompagné la société Evadessence dans la structuration de sa démarche commerciale. On a fait un état des lieux sur l'organisation commerciale de l'entreprise, pour lui donner des outils de pilotage. Et dans un second temps, on a procédé à un argumentaire, on a créé l'argumentaire commercial de l'entreprise à ses côtés pour qu'elle puisse mieux communiquer en termes de bénéfices clients sur son marché. Société de cosmétiques alsacienne gérée en famille par un père et sa fille, Evadessence est fondée en 2011. La société a grandi et a investi un grand local à Beinheim dans le nord de l'Alsace. Alors en fait, nous, comme on travaille avec les professionnels de la beauté, les esthéticiens, les instituts, c'est un petit peu comme chez le coiffeur. On va proposer des crèmes, des masques, des gommages. Là, par exemple, on a notre gommage corps qui est un de nos best-sellers, qui est le gommage au sable noir. Le plus naturel possible, c'est-à-dire que quand on a commencé, moi, je n'ai pas voulu en fait labelliser. Les labels, ça coûte cher. C'est forcément répercuté dans le prix final du produit. Donc l'idée, c'était d'aller sourcer comme ça des actifs qui proviennent des quatre coins du monde et de les formuler dans une cosmétique la plus naturelle possible. C'est ce que j'appelle pratiquer une chimie raisonnée. Donc sans parabènes, sans parfum de synthèse, sans phénoxyéthanol. La marque réfléchit aussi ses emballages pour produire moins de déchets. Emballage en verre, plus lourd mais recyclable, ou bien recharge pour certains produits. Alors chez nous, l'avenir, on s'est installé ici parce que l'idée c'était qu'on ait de la place pour travailler, pour faire de la palette à l'export notamment. Donc l'idée c'est d'aller trouver 2-3 distributeurs à l'export qui vont acheter en gros et qui vont redistribuer la marque dans les pays. Pour l'instant, on a la Suisse en distribution, on espère avoir le Benelux, peut-être l'Italie et l'Espagne dans l'idée. Donc 2-3 marchés comme ça pour l'année prochaine. Donc l'idée c'est maintenant d'aller prendre un envol, de prendre un cap et d'aller développer l'export. Puisqu'une marque française cosmétique a un vrai savoir-faire, on a une vraie renommée à l'international. Donc l'idée c'est de pouvoir en bénéficier. Merci les confrères qui ont travaillé dans la cosmétique avant nous, les grandes marques de luxe.